Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence. Donc nous recevons aujourd'hui pour une table ronde sur la distribution des produits alimentaires bio un certain nombre d'intervenants, donc de distributeurs bio, donc monsieur Franck Poncet, directeur général, et Sophie Ionasco, c'est comme ça qu'on prononce, parfait, responsable de la représentation externe et institutionnelle de Biocop. Richard Jolivet, directeur général de Naturalia, Jérôme Bress, directeur des relations institutionnelles du groupe Casino, nous on s'est déjà vu plusieurs fois, Florence Gomez, directrice générale de Bio C'est Bon, et alors là j'ai Christelle Lehir, ici, Christelle Lehir, d'accord, Christelle Lehir, présidente du directoire de La Vie Claire. Et puis donc monsieur Vincent Ruiz, vous vous présenterez à l'occasion. Merci donc beaucoup, mesdames, messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette table ronde. Je vous rappelle la règle des commissions d'enquête. Vous l'avez certainement vu, il s'agit de prêter serment avant d'être entendu. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13-14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 années d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc je vais vous inviter à prêter serment l'un après l'autre en ouvrant d'abord votre micro. Donc il faut que le petit voyant rouge s'allume en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci, monsieur. Je le jure. Merci, madame. Je le jure. Merci, monsieur. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Je le jure. Et monsieur Russe, si vous prenez aussi la parole. Je le jure. Merci, monsieur. Donc, merci une fois encore de votre présence. Vous représentez les principaux acteurs de la distribution spécialisée en produits bio en France. Le bio a longtemps été porté par vos réseaux avant d'être progressivement intégré dans la grande distribution. Cette évolution a transformé le marché bio, intensifiant la concurrence et augmentant de ce fait la pression sur les prix, dans un contexte de tension accrue sur le pouvoir d'achat des ménages que nous avons connu ces dernières années. Nous souhaiterions donc d'abord comprendre comment se structurent et se construisent vos prix et vos marges dans un environnement qui est toujours de plus en plus concurrentiel. Votre retour d'expérience sur les pratiques qui s'achèvent des négociations commerciales avec les industriels bio ou non bio et avec les producteurs bio. Certaines de vos enseignes, je pense notamment à Naturalia et à Bio C'est Bon, appartiennent à des groupes de la grande distribution, respectivement Casino et Carrefour. Vous nous préciserez donc ce que cette relation en fait apporte dans votre politique d'achat et de distribution. Alors que notre commission d'enquête s'interroge sur cette répartition de la valeur tout au long de la chaîne, notre sujet étant la pérennité de l'ensemble des acteurs de la chaîne, depuis la production agricole jusqu'à la distribution, nous souhaiterions vraiment avoir votre éclairage sur le modèle que vous défendez. Permet-il d'apporter cette répartition équilibrée de la valeur ajoutée dans l'ensemble des circuits conventionnels, cette répartition qui nous semble absolument nécessaire à la pérennité de notre modèle agricole et donc à la souveraineté alimentaire de la France. Donc je vais vous laisser la parole. Donc vous allez tous intervenir. Est-ce que tout le monde intervient? Parce que c'est pour une bonne gestion de la parole, non? Il y aura monsieur Poncet peut-être, monsieur Jolivet, madame Gomez, 4. Donc je vais vous demander peut-être 7 à 8 minutes maximum d'intervention pour que nous ayons le temps d'échanger ensuite et notamment que madame la rapporteure puisse vous poser des questions. Donc je vous donne la parole, monsieur Poncet, pour commencer. Merci. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement d'avoir convié la coopérative Biocop pour participer à ces travaux. Je crois que c'est la première fois que nous sommes conviés et je m'en réjouis. Je ne reviens pas sur ce qui a été précédemment évoqué dans différentes auditions, notamment par les représentants des producteurs et agriculteurs bio, mais je tiens quand même à rappeler quelques éléments. Oui, la crise du marché bio est derrière nous, mais pour la première fois en 2025, l'agriculture bio a perdu 386 fermes et 530 entreprises de transformation, selon les dernières déclarations de l'agence bio lors du dernier salon de l'agriculture. Le législateur et le gouvernement ont posé néanmoins des objectifs ambitieux pour la filière d'ici 2030.
Dans la loi d'orientation agricole, 21% de surface agricole utile en bio. Nous sommes aujourd'hui, en 2024, nous attendons les derniers chiffres, à 10%. Dans la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, 12% de consommation de produits bio en volume. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 6%. Dans la loi Egalim, 20% des produits bio en restauration collective. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 7% dans les 80 000 cantines scolaires, à 5,2% en 2024 dans toute la restauration collective. Le compte n'y est pas, pourtant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à consommer des produits bio depuis 2024. Un point sur la coopérative Biocoop. Biocoop, en tant que leader de la distribution spécialisée de produits bio, a une très forte responsabilité. Offrir des débouchés à des produits bio, équitables et français pour développer l'agriculture biologique et sécuriser les producteurs. Aujourd'hui, la consommation de produits bio est repartie à la hausse après des reculs en 2022 et 2023. La croissance est revenue, légère, modeste en 2024, mais est confirmée en 2025, plus 3,5%, et ce malgré des reculs de certains distributeurs dans le référencement de ces produits. Notre part de marché dépasse aujourd'hui 45% du marché des spécialisés et nous représentons près de 2 milliards sur 12 milliards le total du marché bio qui, je le rappelle, en 10 ans a doublé. J'ai choisi d'évoquer dans mon propos liminaire notre projet au sein de la coopérative Biocoop qui est unique et inchangé depuis 1986. Ce projet est transcrit dans notre charte qui n'a pas varié depuis cette date et que je souhaite rappeler rapidement. Le réseau des magasins Biocoop a pour objectif de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération des produits qui en sont issus. En partenariat avec les groupements de producteurs, nous créons des filières équitables fondées sur le respect de critères sociaux et écologiques exigeants. Nous nous engageons sur la transparence de nos activités et la traçabilité de nos approvisionnements. Présents dans les instances professionnelles, nous veillons à la qualité de l'agriculture biologique. Les magasins Biocoop sont des lieux d'échange et de sensibilisation pour une consommation responsable. La gouvernance de la coopérative Biocoop est unique dans le paysage de la distribution et du commerce. Elle associe en son sein des commerçants, des salariés, des consommateurs et des paysans. 747 magasins présents dans 91 départements sur l'ensemble de territoires, vos territoires, 19 groupements de paysans bio représentant près de 2500 fermes bio, j'insiste sur l'agriculture paysanne, près de 500 salariés sociétaires et 2 associations de consommateurs. Nous avons également une structure dédiée à la restauration, Biocoop Restauration, et nous avons notre propre société de transport et également un fonds de dotation. J'en viens maintenant au sujet qui préoccupe la Commission. Les marges et la répartition de la valeur, l'implication des paysans dans nos instances nous amènent très naturellement à poser et considérer ces enjeux. Biocoop transmet en toute transparence ces données à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Nous avons des politiques de marge et une stratégie d'offre qui sont des outils pour atteindre les objectifs du plan stratégique. Nous avons ainsi des marges plus réduites sur plusieurs rayons. Le rayon vrac, les produits équivalents emballés sont plus chers. Pourquoi ? Pour réduire les emballages à usage unique. Plus de 35% de notre chiffre d'affaires est constitué à partir de produits en vrac dans des emballages réemployables ou consignés. Nous avons également des marges plus réduites sur notre marque de Biocoop qui porte nos valeurs et nos combats et qui est composée essentiellement des matières premières de nos paysans associés et qui est labellisée commerce équitable. Enfin, nous avons décidé de reverser une partie de nos résultats à nos sociétaires, mais avec toujours la volonté de soutenir les producteurs en orientant une partie de cette redistribution des résultats vers les fermes de nos groupements. Concrètement,
En 2024, nous avons versé plus de 3 millions d'euros à nos groupements. En 2025, même cause, même conséquence, nous avons à nouveau reversé de nouveau 3 millions d'euros à nos producteurs. Cette année, nous devrions faire également la même chose. Enfin, parfois, nous savons faire pas de marge. Comme beaucoup de distributeurs, nous organisons des collectes alimentaires. Si on y réfléchit, les produits que les clients donnent sont bien achetés, ce qui signifie un certain chiffre d'affaires pour les distributeurs. Nous avons donc fait le choix, en cohérence avec l'esprit qui guide les collectes, de ne pas profiter de la générosité des consommateurs en redistribuant les marges réalisées sur les produits collectés au profit des associations. Cela représente plus de 600 000 euros reversés en 5 ans. Nous pesons à peine 1% du commerce alimentaire. Alors imaginez si ce principe était une norme. Second exemple, nous avons arrêté de commercialiser certains produits, pourtant pourvoyeurs de chiffre d'affaires et de marge. Depuis 2017, nous avons arrêté de vendre de l'eau en bouteilles plastiques. Et ainsi, 211 millions de bouteilles plastiques, d'eau en bouteilles plastiques, n'ont pas été vendues dans le magasin. Dans les auditions passées, vous avez posé des questions sur des marges plus élevées sur les produits bio. Qu'une minute, je dis ça pour... J'ai bientôt fini. Le coût plus important de certains rayons, comme les fruits et légumes et la grande attention requise par les fruits et légumes bio, ont été évoqués dans les réponses. Ces éléments sont pertinents, même si pour Biocoop, je ne peux pas comparer la marge avec des produits conventionnels, puisque nous n'en vendons pas. Cela étant, un rayon fruits et légumes ou un rayon vrac nécessite en effet des charges plus élevées que l'épicerie ou le non alimentaire. Mais une pomme conventionnelle est en effet peut-être plus facile à gérer qu'une pomme en bio, puisqu'elle n'a pas suivi de traitement et elle n'a que ce que la nature lui a offert. Cela étant, en tant que distributeur spécialisé, nous avons fait le choix d'accorder les moyens nécessaires pour assurer une offre qualité, et la coopérative ne raisonne pas ses marges par rayon. Très bien, merci beaucoup, monsieur Chouette. On reviendra, je pense, sur tous ces sujets. Voilà, monsieur Jolivet. Alors, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre invitation et pour cette opportunité de contribuer à éclairer les travaux de cette commission d'enquête portant sur les marges industrielles de la grande distribution. Pour me présenter rapidement, je suis le directeur général de Naturalia depuis juillet 2023. J'ai rejoint Naturalia en 2018 en tant que directeur des opérations avant d'être nommé directeur général. Et j'ai auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Célio et notamment Decathlon. Naturalia. Alors Naturalia, c'est une belle marque qui a été créée en 1973, a été un des pionniers du bio en France. À l'époque, on ne parlait pas encore de bio, mais plutôt d'une forme alternative d'agriculture, plus respectueuse des règles de la nature, plus saine pour la santé, mais aussi empreinte d'une volonté de trouver des alternatives au fonctionnement traditionnel de la grande distribution, en lien plus direct avec le monde agricole. C'est une demande forte des consommateurs qui continue de croître, on l'a vu en 2025. Alors Naturalia, quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est 214 magasins, c'est 30% des magasins en franchise, 1420 collaborateurs, 2 entrepôts et plus de 10 000 références en produits bio. Mais Naturalia, c'est avant tout un engagement en faveur de l'alimentation et de la consommation saine et durable. Nous sommes des ambassadeurs de la bio. La démarche de Naturalia est de continuer de satisfaire à la fois ses clients historiques et à la fois d'inviter de nouveaux consommateurs à découvrir l'offre bio à leur rythme en leur proposant des produits accessibles. Nos engagements les plus marquants. Tous les produits alimentaires que nous proposons, bien sûr, portent le label bio lorsqu'ils sont effectivement certifiables. 100% des produits à marque Naturalia affichent le Nutri-Score ou le mettre à disposition sur Internet notamment, suivant la taille de l'emballage. Et nous déployons aussi en ce moment une nouvelle charte sur nos produits à marque propre Naturalia, où nous avons mis Origine Info en termes de label. Pour rappel, 94% de nos produits sont d'origine France, 100% de la boulangerie est française, les œufs, la viande, le lait frais est 100% français. Tous les produits non alimentaires sont garantis par le label Clean Compo sans substances controversées. Et tous les magasins Naturalia sont équipés de rayons vrac, avec 50 à 100 références à peu près par magasin.
Et pour finir, sur les fruits et légumes, on n'a pas d'approvisionnement ni en serre chauffée et on fait 0 transport par avion. En 2021, Naturalia était le premier et le seul distributeur alimentaire en France à être certifié B Corp. C'est une certification internationale très exigeante qui est renouvelée tous les 3 ans. Et cette certification répond à des exigences sociétales et environnementales particulièrement exigeantes en matière de gouvernance et de transparence. Donc on est très fiers de ce label. C'est la 2e fois qu'on est labellisé. Enfin, pour parler de notre modèle, le modèle économique. La particularité de la distribution bio spécialisée, c'est une rentabilité qui est faible. On a un modèle qui est fragile, on l'a vu suivant les dernières années notamment, et qui subit à la fois les arbitrages des consommateurs et les aléas économiques, comme l'inflation, et qui vit avec de petits volumes. L'alimentation bio en France, c'est entre 5 et 6% du chiffre d'affaires de l'alimentation globale de détail. Et pour se rappeler quelques éléments concrets, tout enseigne confondue, en 2021, il y avait 3258 magasins bio en France. Il y en avait 2630 en 2025. Et sur cette même période de 2022, il y a eu 2200 producteurs bio qui se sont arrêtés. Donc il y a eu à la fois l'effet Covid et un effet très fort sur l'inflation en 2022. Et pour se remettre dans le contexte, nos magasins, c'est une taille moyenne de 250 mètres carrés, la plupart du temps en agglomération, avec des taux d'effort sur les loyers qui sont assez élevés, des coûts logistiques aussi qui pèsent assez fort par rapport à nos petits volumes. Et en matière de prix de vente aux consommateurs, l'augmentation des coûts et des intrants, notamment des pesticides de synthèse en alimentation conventionnelle, a conduit à une forte inflation sur ces produits, réduisant l'écart de prix avec l'alimentation bio, notamment sur les fruits et légumes. La production de bio en France a un coût, on le sait, structurellement supérieur à la production conventionnelle. Point intéressant sur les coûts de transport, la bio s'approvisionne majoritairement en local. Je parlais que notre offre majoritairement en France, alors qu'une part du conventionnel s'approvisionne un peu partout dans le monde. L'organisation de nos achats. Donc depuis 2008, Naturalia fait partie du groupe Monoprix et donc du groupe Casino, que vous avez auditionné il y a quelques semaines. Naturalia travaille avec 600 fournisseurs, représentant environ 10 000 références. Les produits proposés par Naturalia sont négociés par Naturalia directement auprès de ses fournisseurs propres. Seulement 3% provient de la centrale d'achat du groupe Casino, des références. C'est quelques produits uniquement. Pour les produits transformés, le fonctionnement des achats de Naturalia est le même que celui d'une enseigne classique, avec l'exigence de la spécificité bio, bien entendu. Nous négocions quasi intégralement avec des TPE et des PME. Il y a très peu de gros fournisseurs dans la bio. Quand je dis gros fournisseurs, c'est supérieur à 50 millions d'euros. Nous, on a, ça se compte sur les doigts d'une main, les très gros fournisseurs avec lesquels on travaille. Et concernant le déroulement des négociations, pour les marques nationales, on a une négociation annuelle sur tous les produits avec un code EAN transformé, dans le cadre légal des relations commerciales et dans le respect des dispositions des GaLim. Évidemment, on a une sanctuarisation de la MPA. On a un respect de la date butoir qui s'est fini juste là. Et on travaille avec 250 fournisseurs sur ces marques nationales. Sur les fruits et légumes, on a environ 80 à 90 fournisseurs, des producteurs, des coopératives, quelques grossistes. Il s'agit de négociations en gré à gré. Et nous travaillons depuis plus de 10 ans avec la plupart de nos fournisseurs. Compte tenu des volumes faibles en bio et de l'esprit de filière de la bio, nous savons trouver avec nos fournisseurs les bonnes solutions pour gérer à la fois les pénuries et les situations de surproduction. Notre offre MDD, c'est uniquement 3% de l'offre totale. Et particularité de Naturalia, nos acheteurs sont des catégories managers. Dans la plupart des enseignes, ces métiers sont séparés. Le fait d'avoir un catégorie manager et un acheteur, nous savons où emmener la catégorie et donc nous achetons en conséquence. Un mot enfin sur l'approvisionnement local. On a 150 fournisseurs locaux négociés en 1 net localement pour chaque magasin Naturalia ou par un responsable Naturalia régional.
avec ouverture du compte validé par le national par souci de cohérence de l'offre et bien sûr garantir que l'offre est certifiée bio. C'est ce que nous on appelle en interne l'offre locavore. Nos fournisseurs de l'offre locavore sont situés à moins de 150 km en moyenne de chaque magasin et nos franchisés, donc c'est 30% de nos magasins, disposent par ailleurs de 25% de liberté d'approvisionnement hors Naturalia, toujours en bio bien entendu. Chez Naturalia, nous sommes des ambassadeurs de la bio et au-delà de nos clients déjà convaincus et fidèles, nous nous donnons pour mission d'inviter tous les consommateurs à entrer dans nos magasins pour découvrir la bio et ses bienfaits. Il n'y a pas de recette miracle. Tous les consommateurs ne passeront pas en 100% bio en un claquement de doigts. La démarche de Naturalia est d'effectuer dans le respect des attentes et des convictions de chacun, en rendant la bio accessible à toutes et tous, au rythme de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. La parole à monsieur Bress. C'est bon, d'accord. C'est madame Gomestre. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à notre entreprise et de l'occasion qui nous est donnée d'échanger sur des sujets, vous l'avez sûrement déjà entendu, qui nous tiennent à cœur chez Carrefour, que sont la défense de la bio, du mieux manger et notamment la défense des intérêts du monde agricole. Donc j'irai rapidement sur la présentation de notre structure. Nous sommes une filiale à 100% du groupe Carrefour, une filiale assez récente, issue de rachats successifs opérés par Carrefour depuis 2018. Nous opérons aujourd'hui 3 enseignes de magasins bio spécialisés que je citerai par ordre d'intégration dans le groupe. Donc la première, et qui est aussi le nom de notre entité juridique plus exactement, est SoBio, pour Sud-Ouest Bio, entreprise familiale créée en 2005 et qui a été rachetée par Carrefour en 2019, qui est une enseigne plutôt située en zone périurbaine. La deuxième, Bio C'est Bon, qui est une enseigne de proximité urbaine, créée en 2008, et racheté par Carrefour en 2021, mais dans un contexte très différent, puisque à l'issue du redressement judiciaire de l'entreprise, et notamment à la faveur de la validation par le tribunal de commerce de l'offre représentant le maximum d'emplois repris. Et notamment en 2021, vous l'aurez compris, à la veille de la crise de la bio que nous avons tous traversée. Et la troisième et dernière enseigne, plus petite en nombre, le Grand Panier Bio, qui est une enseigne de zone périurbaine que nous avons rachetée en octobre dernier, qui est majoritairement exploitée en franchise. Aujourd'hui, notre entreprise constitue donc un réseau de 150 magasins environ, répartis sur le territoire national quasiment dans la totalité des régions, en proximité urbaine et en périphérie. Nous commercialisons des produits 100% bio, c'est une ligne dont nous n'avons jamais dévié, par souci de crédibilité et de fidélisation de nos clients. Et nous embauchons environ 1000 salariés, puisque notre mode d'exploitation principal reste le mode intégré, c'est-à-dire avec nos propres équipes, à 75% environ. Et pour le reste, pour 25% du parc, en franchise simple. Je précise, parce que nous n'avons pas le même mode de franchise que dans le reste du groupe Carrefour. Nous représentons une part de marché, si on peut prendre quelques estimations, parce que nous sommes plus modestes que nos confrères, d'environ 5%, dans le contexte de marché très atypique que vous auriez compris pour le bio spécialisé, avec notamment le poids du leader, mais qui nous positionne à peu près en position numéro 4, depuis le rachat du Grand Panier Bio notamment. Pour en venir en relation avec notre groupe, Carrefour est notre actionnaire, mais je tiens vraiment à insister sur ce point, notre politique d'achat, notre politique de marque, toutes nos relations fournisseurs sont totalement distinctes de celles du groupe Carrefour. Nous n'avons aucune mutualisation logistique, aucune mutualisation de contrats et nous n'avons aucune communauté d'équipes achats vis-à-vis de nos fournisseurs. Je vais vous donner de manière un petit peu anecdotique, les équipes dont j'ai la responsabilité et moi-même sommes basées notamment à Canéjan, en banlieue de Bordeaux, et n'avons aucun rapport avec le siège social de Massy, même s'il peut m'arriver d'y passer quelques fois quand même. Et cela est notamment lié au fait que nous commercialisons des marques totalement différentes de celles du groupe Carrefour, à quelques exceptions près, mais pour lesquelles nous avons aussi des contrats distincts. Et nous n'avons aucune équipe qui soit liée au groupe Carrefour. Les équipes achats chez nous sont d'ailleurs issues du rachat historique de SoBio. Et j'en viens à notre modèle commercial. Il est également très différent de celui de nos confrères, puisque nous avons fait le choix d'un modèle commercial assez radical, c'est-à-dire sans marque propre. Nous avons fait le choix d'avoir une belle vitrine pour nos producteurs et nos transformateurs, notamment français. Nous avons une relation de longue durée avec les producteurs français de la bio, notamment en héritage de ce qu'avaient construit SoBio et Bio C'est Bon. Il m'arrive très régulièrement d'entendre des fournisseurs me remercier encore pour le développement dont ils ont bénéficié grâce à ces deux enseignes. Et notre croissance, de fait, passer de 7 magasins en 2019 à maintenant 150 magasins, nous a permis de tisser cette confiance et cette relation dans la durée avec certains producteurs et transformateurs. Et notre deuxième particularité, même si j'entends que nos confrères ont aussi fait ce choix, est d'avoir un modèle qui favorise beaucoup le sourcing local.
Donc local, pour nous l'entendons au sens strict de la loi, hein, puisque nous sommes contrôlés aussi sur cette dénomination, c'est-à-dire dans un cercle de 100 km autour des magasins. Et nous avons aujourd'hui à peu près 1700 producteurs qui sont en partenariat direct avec nous, qui ont des relations avec, c'est une particularité pour nous, 3 personnes chez nous qui sont dédiées uniquement à cette relation, et avec lesquelles nous négocions à peu près dans les mêmes termes que Naturalia, c'est-à-dire des relations simples, en un net, et qui vont donc au contact de ces producteurs pour les référencer dans le magasin. Et de ce modèle commercial, pour en venir à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, découlent 3 particularités majeures dans notre modèle économique. La première, donc je l'ai dit, c'est que nous n'avons aucune marque propre, aucune marque distributeur. Je précise aussi que nous ne commercialisons par exemple pas du tout de produits issus de la marque Carrefour Bio. Nous n'avons donc pas de négociation avec les producteurs pour transformer et faire produire à notre marque les produits du quotidien. Et nous avons exclusivement en fournisseurs des PME et ETI, comme l'ont décrit déjà mes confrères. Deuxième particularité, nous n'avons pas de plateforme logistique intégrée. C'est assez atypique par rapport à nos confrères, mais nous n'assurons pas les flux logistiques desservant nos magasins. Aujourd'hui, nos magasins sont livrés directement depuis les plateformes de nos fournisseurs ou bien par le biais de grossistes bio spécialisés. Et la résultante de cette particularité, c'est que, pour en venir au terme de construction de nos contrats, 70% de nos approvisionnements nous concernant sont réalisés par des grossistes. Et donc, la très grande majorité des enjeux de négociation que nous gérons ne sont pas placés sous le régime de la transparence de la matière première agricole, que vous connaissez, puisque les grossistes avec lesquels nous travaillons échappent à cette disposition et ne sont pas tenus de justifier auprès de nous les hausses par l'évolution de la matière première agricole. Voilà en quelques mots simplement les spécificités nous concernant que je tenais à préciser auprès de vous. J'étais toute à votre intervention. Merci, madame. Donc, on va poursuivre avec madame Lehir pour la vie claire. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde qui nous semble essentielle effectivement pour parler de notre filière qui a besoin de soutien, donc c'est bien de la mettre en lumière et qu'on puisse derrière avoir des moyens supplémentaires. Donc pour me présenter la société que je représente, donc moi je suis Christelle Lehir, je suis présidente du directoire de la Vie Claire depuis 2022 et Vincent Huiz est le directeur de l'offre de la Vie Claire. Donc la Vie Claire, c'est une enseigne française majoritairement familiale spécialisée dans la distribution de produits biologiques. C'est la pionnière de la bio, puisqu'elle a été fondée en 1946, donc on a 80 ans cette année. Alors, on était plus naturel, je pense, quand on est né, mais on a très vite été bio quand cela a été possible. Elle exploite un réseau mixte de magasins intégrés et franchisés. En 2025, le chiffre d'affaires s'établit à un peu moins de 350 millions d'euros. Le réseau compte 315 points de vente, 134 intégrés, 181 franchisés, pour un peu moins de 1000 collaborateurs, ce qui nous positionne en 3e place du marché. Nos magasins proposent environ 6000 produits, dont 2000 produits à marque La Vie Claire, ce qui en fait sa singularité, contrairement à certains de nos concurrents. Nous sommes très attachés au développement de notre marque propre. Notre offre se constitue de produits alimentaires et non alimentaires, hygiène, cosmétiques et compléments alimentaires. Nous proposons une offre alimentaire composée à 95% de produits biologiques. Donc, notre volonté, c'est vraiment d'aller vers le plus biologique possible. Malheureusement, certains produits ne peuvent être cautionnés par la bio, par exemple le sel. Et il nous semble que c'est une unité de besoin qu'il faut avoir en magasin, mais tout ce qui peut être bio est bio chez La Vie Claire. 85% d'origine française, c'est vraiment notre ADN. On est une société majoritairement familiale, française, qui propose des produits français, fournis par 87% de fournisseurs français. Nous accordons une attention particulière à notre gamme de fruits et légumes. Ils doivent être bio, pour le coup 100% bio, français, parfois locaux, strictement de saison et sans transport par avion. Depuis 2025, nous sommes devenus une entreprise à mission et avons intégré dans nos statuts notre raison d'être, donner à chacun le goût de mieux consommer pour prendre soin des hommes et de la terre. Nous sommes aussi la première enseigne à avoir été labellisée bio-entreprise durable pour notre siège, et depuis l'année dernière, nos magasins aussi sont bio-entreprise durable, qui est une certification RSE reconnue dans le monde de la bio. Nous sommes fortement engagés dans le soutien des producteurs et agriculteurs bio et nous défendons activement le développement de la filière au travers des positions que nous défendons au sein du Synadis Bio dont j'ai le plaisir d'être présidente et qui représente les magasins spécialisés bio.
Nous défendons plusieurs positions, notamment la volonté que les moyens du Fonds Avenir Bio soient développés significativement pour aider la structuration de la filière, pour aider les conversions, ce qui n'est pas tout à fait la tendance du moment, mais c'est ce que nous appelons de nos voeux. Au Salon de l'Agriculture, on a discuté avec Forêt Bio pour créer une charte entre le Synadis Bio et Forêt Bio, une charte de bonnes pratiques que nous souhaiterions faire signer aux autres enseignes de distribution spécialisées bio. Ça voudrait dire quoi cette charte? Des partenariats plus long terme encore, peut-être des arrondis en caisse pour soutenir notre filière d'agriculture biologique. La vie claire, je vous montre toujours bien? Ça va? La vie claire est également très investie dans la construction de relations équilibrées et durables avec ses partenaires fournisseurs. Cet engagement se reflète particulièrement dans la longévité de nos partenariats. Plus de 75% de nos relations avec nos partenaires fournisseurs ont plus de 5 ans et à peu près la moitié plus de 10 ans, ce qui démontre la longévité et la durabilité de nos engagements auprès de nos partenaires. Chez La Vie Claire, plus que le prix, lorsqu'on rentre en négociation, il y a 3 considérations qui sont prioritaires au niveau de l'offre et des acheteurs. Là aussi, nos pratiques, c'est achat en direct, discussion en direct avec les agriculteurs, les producteurs ou les transformateurs. Première considération, garantir la disponibilité des produits en quantité suffisante pour répondre à une demande croissante. Je reviendrai tout à l'heure sur la croissance des chiffres. Maintenir une offre bio et 100% française pour notre clientèle, dans un contexte où la capacité de la France à préserver sa souveraineté alimentaire en bio constitue un enjeu majeur. Pour la première fois cette année, on a senti des grandes tensions en approvisionnement sur notamment des filières sur les œufs, la viande, le beurre. Et c'est la première fois qu'on s'est posé la question, nous, si on arriverait à assurer tous nos approvisionnements en bio français. Troisième considération, comme vous l'avez vu, notre marque propre, c'est la singularité de la vie claire, c'est de trouver des produits qui sont conformes à nos cahiers des charges. Et on a des cahiers des charges qui sont exigeants, puisqu'on souhaite que tous nos produits soient au mieux de la catégorie sur le Nutri-Score, sur le Planet Score, et sont souvent soumis au calculateur GOOM pour diminuer au maximum l'ultra-transformation. Notre ambition est claire, elle est de défendre une bio exigeante mais accessible, qui ne soit pas réservée à une élite. C'est pour cela que nous avons développé une gamme de petits prix bio composée de 200 produits à moins de 5 €, dont 100 à moins de 3 €, couvrant les besoins du quotidien. Cet effort est rendu possible non pas au détriment des fournisseurs, mais en réduisant nos propres marges, afin de préserver l'équilibre de la filière. Nous avons également mis en place un programme de fidélité et un calendrier de promotion mensuel, privilégier les offres vrac pour que l'accessibilité de prix soit en réalité tangible pour nos consommateurs et non un simple principe affiché. Entre 2022 et 2023, le marché des spécialistes en bio a connu une crise sans précédent. C'est plus de 350 magasins, 10% du parc, qui ont fermé sur ces 2 seules années. Cette crise a impacté directement La Vie Claire. Nous-mêmes avons connu d'importants problèmes de rentabilité sur cette période et avons dû fermer plus de 70 magasins. Grâce aux efforts conjugués des magasins spécialisés et de tous les intervenants dans la filière, les magasins spécialisés bio, dont fait partie La Vie Claire, ont réussi à faire repartir la demande. On est sur une tendance à plus 6,5 en 2025 et plus 5 en 2024. Nous constatons que cela demeure fragile. À titre d'exemple, la rentabilité nette de La Vie Claire n'est que de 2,5%. Et certains acteurs de la distribution spécialisée sortent à peine de leur période de sauvegarde. À notre sens, la question principale pour l'ensemble de la filière aujourd'hui ne porte pas tant sur la répartition des marges que sur la manière de soutenir durablement une filière essentielle et vertueuse comme la nôtre, qui regroupe à elle seule 2500 magasins, 61 000 fermes, 5400 transformateurs. Et surtout, sur la manière de sécuriser des approvisionnements bio et français pour garantir la pérennité de toute la chaîne. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Nous allons donner la parole à madame la rapporteure pour les premières questions. Bien, je vous remercie. Donc, c'est quand même assez surprenant de vous voir tous réunis ici et de vous interroger. Donc, je vais vous poser des questions auxquelles je vais tous vous demander de répondre. Je sais bien que vous êtes concurrents dans votre domaine, mais là, il s'agit bien de réussir à comprendre comment sont faits les prix, de la grande distribution et de réussir à voir comment les produits bio se positionnent dans cette construction de prix et de marge. Alors, je vais vous demander
demander, si vous le voulez bien, de nous présenter peut-être pour un produit vendu à 100, comment se décompose le prix entre le prix fournisseur, le prix d'achat, vos propres charges de personnel, logistique, etc. Puisque j'imagine elles ne sont pas tout à fait comparables. Tous ces postes ne sont pas tout à fait comparables avec ce qui se fait dans la grande distribution. Eux se sont pliés au jeu de nous le dire. Et puis, in fine, quelle est la marge nette? Donc, si vous pouvez nous faire une décomposition de votre marge consolidée, je sais que c'est un exercice qui n'est pas si simple à faire en présence de ces concurrents, mais au moins vous êtes tous logés à la même enseigne. Qui est-ce qui se lance? Bon, est-ce que vous êtes déjà tous d'accord pour jouer le jeu et répondre à cette question? On va peut-être commencer comme ça. Alors, Oui, moi, je peux Madame répondre à la Gomez. question tout en vous précisant quand même d'abord que, s'agissant du groupe Carrefour qui est coté, il n'y a pas eu de choix en communication financière de révéler les résultats filiale par filiale. Donc, je ne peux pas vous donner aujourd'hui de manière publique, mais je pourrais vous transmettre par écrit plus exactement les conditions de notre filiale. En revanche, je peux simplement vous confirmer que les ordres de grandeur qui vous ont déjà été donnés par mon collègue Hervé Dodin sont à peu près les mêmes chez nous. Vous l'aurez compris, quand j'ai signalé les difficultés de l'entreprise Bio C'est Bon et le fait que Carrefour avait fait quand même le choix de sauver une filière et plus de 500 emplois, qu'aujourd'hui nous sommes plutôt au terme d'un retournement d'entreprise et non pas encore vraiment dans une période de bénéfice. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la structure en revanche de notre marge. C'est à peu près les termes qu'ont décrit Hervé Dodin. Et vous pouvez les rappeler? Oui, bien sûr. Donc c'est à peu près 70% pour l'achat de la fourniture, 30% donc de marge commerciale qui va permettre de couvrir une des marques. Hervé Dodin citait le chiffre de 2%. Chez nous, on l'a cité pour raison de bio. Parfois, ça peut être vraiment plus significatif. Je précise aussi, on est quand même nombreux autour de cette table à avoir des enseignes essentiellement urbaines de proximité où les recrudescences de vol en ce moment sont absolument faramineuses, malheureusement, même si on ne peut pas les quantifier très précisément. Les frais de personnel également sur des petits magasins peuvent peser plus lourd, puisque parfois les équipes, si vous avez un absent, le fait de le remplacer, ça va tout de suite surcharger votre modèle. Les loyers également, je sais que mon confrère de Naturalia l'a cité, sont parfois beaucoup plus élevés en milieu urbain et de proximité, surtout qu'on essaye d'avoir les plus beaux emplacements. En tout cas, dans le cas de Bio C'est Bon, c'était une des raisons pour lesquelles l'entreprise avait autant de difficultés, parfois d'avoir cherché des loyers parfois un peu élevés. Et puis nous avons tous les frais opérationnels, donc a déjà décrit mon collègue, les amortissements, les frais d'infrastructure informatique et évidemment les frais de siège. Nous concernant, on n'a pas, par contre, par rapport à nos confrères, de coûts logistiques, puisqu'il est directement imputé, si je puis dire, dans l'achat de notre fourniture par le coût du transport de nos fournisseurs. Très bien, je vous remercie. Biocop? Je rappelle par principe que nous sommes une coopérative, que la coopérative appartient à ses sociétaires, que nous n'avons pas d'obligation de publier nos comptes. Néanmoins, ils sont publics. D'accord. Donc, je peux parler de 2024 parce que 2025... Oui, tout à fait. Allez-y. Pas terminé. Je vais aller directement au résultat net et je vous expliquerai comment on arrive à ce résultat net si ça vous convient. Donc, j'évoque les résultats des magasins puisque ce sont des sociétaires indépendants, comme certains vous l'ont déjà expliqué dans d'autres auditions. Le résultat net pour 2024 se rapproche de 3% pour les magasins. D'accord. Comment on arrive à ce résultat? On a à peu près la même construction que tous les commerçants. Donc vous retrouverez à peu près les mêmes lignes et ça vous permettra de faire des comparaisons. Je précise néanmoins que ce résultat était inférieur en 2023 et pas très bon en 2022 au cœur de la crise. Bien sûr. Sur 2024, nous sommes proches de 31% de marge brute. OK. D'accord. Ce qui est différent par rapport aux hypermarchés et aux supermarchés. Nous ne raisonnons pas sur les mêmes surfaces, sur les mêmes valeurs. Donc en euros à la fin, ce ne sont pas tout à fait les mêmes montants. En termes de masse salariale, nous sommes à plus de 15%. Ce qui est ça, c'est une radicalement différence. différent des autres modèles. Pourquoi? Accueil, conseil, spécialisation, service. Il n'y aura jamais de caisse automatique dans les magasins Biocop. Donc largement supérieur à ce qu'on peut connaître dans la grande distribution. Nos charges sont aussi un peu plus élevées. Elles sont à plus de 10%. Donc 31, 15, 10,
on approche des 3% en résultat net. Voilà. Très bien. Je vous remercie. C'est important, les 15%. Est-ce que vous êtes à peu près à ce niveau-là, Madame Gomez, également, sur les frais de personnel? Oui, bah, c'est très variable d'un magasin à l'autre, mais en moyenne, oui. D'accord. Et Très moi, bien. Je vais peut-être en profiter pour rebondir, pour vous Madame Lemire. confirmer ces éléments-là. Donc, le résultat est à l'équilibre pour cette année, pour la première fois depuis 3 ans chez La Vie Claire, 2,5, c'est ce que je vous expliquais. Hein. L'année dernière, on était plutôt aux alentours des -3 et on venait des -5. Donc ça a été un gros retournement de La Vie Claire. On perdait plusieurs millions d'euros en 2022 et on est tout juste à l'équilibre maintenant. Donc si je prends une moyenne de 30% de marge sur les produits, sachant que pour le coup, tous les produits ne sont pas margés de la même façon, suivant qu'ils sont effectivement petits prix bio, c'est ce que je vous ai typé, où là, effectivement, on décide de rogner sur nos marges justement pour rendre accessibles les produits au plus grand nombre. Parce que, comme le disait tout à l'heure Richard, on n'a pas vocation à avoir que des 100% bio, mais si chaque jour une personne consomme un œuf bio, une pomme bio, c'est pas un produit de luxe et ça, c'est vertueux et c'est vers ça que l'on milite. Donc, prenez à peu près 30% de marge, on est à plus de 15% de frais de pers, on est plutôt sur du 17 et quelques % de frais de personnel. Pourquoi ? Parce que les magasins spécialisés bio, c'est leur différence par rapport à la grande distribution. Alors, il y a plusieurs différences. Hein. La première, on est des spécialistes par rapport à des gens qui sont des généralistes. C'est un autre besoin auquel on répond. Et surtout, on est de la proximité. Nous sommes des petits magasins, souvent urbains, et on apporte beaucoup de services en magasin. En nombre de personnes en magasin par rapport à la grande distribution, on est beaucoup plus nombreux parce qu'il faut aussi apporter du conseil. Par exemple, quand on vend des compléments alimentaires, il faut absolument apporter du conseil. Donc, le poids de notre masse salariale est très élevé. Et si je prends toutes les charges, inclus les loyers, alors les loyers pèsent assez lourd, hein, suivant qu'on est à Paris et à Lyon, et nos magasins intégrés sont principalement à Paris et à Lyon, c'est à peu près 50% de charges, dont les loyers entre 7 et 8%, puisque nous ne sommes pas propriétaires de nos murs. C'était une question qui avait été posée, je pense. Nous sommes systématiquement locataires. Donc voilà, et comme ça, vous reconsolidez à peu près le 2,5 de marge. Très bien. Monsieur Jolivet. Oui. Oui. Monsieur Jolivet. Oui, Oui, bien sûr. Donc, juste à l'image pour cadrer les échanges, à l'image de Bio, c'est bon, ce bio, on fait partie d'un groupe coté. Donc, Oui. il y a certains éléments où je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais on vous les fournira par écrit. tout à fait. Mais pour vous expliquer la structure et comparer par rapport à ce qui a été dit, un des points majeurs, effectivement, c'est l'attente des clients dans un magasin bio spécialisé qui est autour du conseil et de l'accompagnement et qui nous amène, pour Naturalia, à avoir une moyenne de 14,5 à peu près de frais de personnel. Donc ça, c'est une charge importante. L'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que la moyenne d'un magasin Naturalia en termes de chiffre d'affaires, c'est 1,6 million. Donc c'est aussi des petits volumes. Un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est un point quand même très différent de la grande distribution, c'est sur la démarque, puisqu'on vend des produits bio. On a chez Naturalia et chez toutes les enseignes de bio spécialisées une très grosse part, on l'a évoqué, de produits bruts, notamment les fruits et légumes, qui sont très fragiles. Donc nous, rapidement, on va avoir une démarque totale dans le magasin qui peut atteindre des 5% ou au-delà, ce qui est sans commune mesure avec la grande distribution. Effectivement, on l'a abordé, donc on a beaucoup de magasins urbains, donc je l'évoquais dans mon préambule, mais la partie loyer est une grosse part. On va avoir des loyers entre 7 et 10%, donc on est à peu près dans ce qui a été évoqué auparavant. Voilà, pour vous expliquer un peu la décomposition. Et en gros, nous, notre objectif, c'est de couvrir nos coûts, comme je vous l'explique, qui sont quand même importants de par la structure. Donc c'est comme ça qu'on construit effectivement notre marge. Des modèles différents, hein, les uns des autres, intégrés, non intégrés, mais quand même avec quelques éléments en commun que vous nous présentez, que sont les frais de personnel, que sont les frais de loyer, et j'imagine des frais de logistique aussi plus importants, puisque en particulier, parce que vous êtes particulièrement présent en centre urbain. Donc, très bien. Et j'aurais voulu juste compléter sur Oui. ce que disait Richard. La démarque est aussi très importante, plus importante en magasin spécialisé bio parce qu'on développe beaucoup le vrac. Et le vrac, c'est très sujet à infestation, surtout quand on est bio. Et donc ça aussi, ça pénalise. Quand vous dites la démarque, vous voulez dire la casse, c'est Oui, ça? c'est ça. Ce qui est perdu. Quand vous avez une infestation dans un rayon vrac, c'est tout le rayon que vous devez jeter. D'accord. Très bien. Et donc, vous, parce que c'est ce que nous a dit la grande distribution,
généralistes. Ils nous ont dit qu'en fait, les rayons bio étaient plus chers à entretenir, enfin les produits bio étaient plus chers à entretenir, et que donc c'est aussi pour ça que les marges étaient plus importantes. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plus de cases dans vos magasins que si vous aviez des produits conventionnels, parce que c'est Surtout plus périssable. Emballé, non emballé. Ouais, c'est Les ça. silos de fruits secs D'accord. en vrac, c'est très sujet à infestation de mythes alimentaires, notamment l'été. C'est D'accord. ça la différence. Très bien. Alors, moi, j'ai une question et j'aimerais que vous nous aidiez à avoir la réponse. Comment vous pouvez expliquer l'écart de prix que l'on peut constater entre des produits bio qui sont vendus en grande surface et des produits bio qui sont vendus dans des magasins bio? Alors, j'ai entendu hier à la table ronde des producteurs que cette différence était de moins en moins importante. Je crois qu'il a été question de 6% pour l'année dernière, mais on a déjà eu des écarts de prix qui étaient de l'ordre de 20%. Comment vous expliquez cette différence-là? On commence à avoir un début de réponse avec vos charges de personnel, avec votre localisation, etc. Mais est-ce que c'est bien cela ou est-ce qu'il y a aussi dans la négociation des matières, enfin des fournitures, des éléments de réponse? Qui commence? Monsieur Poncet, vous avez l'air parti pour la réponse. Pour chacun d'entre nous, nous ne vendons que des produits bio, donc la comparaison avec le conventionnel est difficile. Et de bio à bio, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, les fruits et légumes bio chez Biocoop, mais dans toutes les enseignes spécialisées bio, sont maintenant moins chers que les fruits et légumes bio dans la grande distribution. Et par rapport au conventionnel, l'écart s'est largement réduit. Richard Jolivet l'a aussi rappelé, il y a eu de l'hyperinflation sur les produits de grande consommation dans la grande distribution. L'inflation sur les produits bio pendant cette crise-là était 2 fois inférieure, très forte, mais 2 fois inférieure. Pour plein de raisons, notamment, nous n'avons pas d'intrants dans nos produits. Nous achetons aussi en local. Chez Biocoop, c'est 8000 producteurs et transformateurs locaux qui travaillent avec nos magasins à 45 km du magasin en moyenne. C'est négocié en un net et donc ça contribue aussi à moins d'inflation et moins d'écart de prix par rapport au conventionnel. Donc sur le vrac ou sur le fruits et légumes qui sont une des spécificités de nos magasins, on vend moins cher et l'écart de prix s'est réduit par rapport et au bio en grande distribution et par rapport au conventionnel. Après, les enseignes de grande distribution ont des politiques prix selon leur positionnement, selon leur clientèle, selon leur charge. Et oui, globalement, elles vendent plus cher le bio, ce qui rend nos réseaux un peu plus compétitifs en termes de prix par rapport et au conventionnel et au bio dans la grande distribution. Très bien, il y a des choses à ajouter? Si je peux me permettre de compléter, Oui. Je suis d'accord évidemment avec ce que Franck Poncet vient de dire, mais alors chez La Vie Claire, nous, on ne regarde pas les prix de la grande distribution. C'est pas notre univers de comparaison parce qu'on considère qu'on fait pas les mêmes métiers, qu'on n'a pas la même approche. On est des magasins spécialisés. On l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a de l'humain, il y a du conseil. On a des loyers qui sont plus élevés. Donc déjà ça, c'est la première base. Et chez La Vie Claire, on a des cahiers des charges qui sont extrêmement exigeants. Hein. On rentre par le produit, c'est ce qu'on vous disait. Hein, être au mieux du Nutri-Score, du Planet Score, du GOUM, l'origine, le calibre. On est français, parfois local. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parfaitement comparer. En tout cas, en ce qui concerne La Vie Claire, il n'y a pas son comparable en grande distribution. Très bien. Très bien. Oui, si vous voulez, Monsieur Jolivet, vous pouvez compléter, bien sûr. Non, juste pour ajouter des éléments par rapport à ce qui a été évoqué. Dans la comparaison avec le conventionnel, il y a l'origine qui peut avoir une vraie différence. Et puis, comme l'évoquait M. Poncet, il y a des stratégies dans le conventionnel qui sont effectivement très différentes. En tout cas, pour Naturalia, nous, on a très peu de péréquation dans nos marges. On a 0 produit qui est utilisé en SRP plus 10. Et on ne joue pas non plus dans les mêmes volumes que la GMS. Et d'autre part, comme on l'a, je pense, tous évoqué, on travaille plutôt avec des PME et des TPE. Donc, on en a une offre qui est
effectivement difficilement comparable. Pour autant, on arrive à avoir des prix compétitifs, effectivement. Très bien. Du coup, vous faites la transition pour ma prochaine question qui était sur la péréquation des marges. Est-ce que vous pratiquez cette péréquation des marges? Et si oui, quels sont, j'allais dire, les rayons qui gagnent et les rayons qui perdent dans cette péréquation, si tel est le cas? Alors pour vous, Monsieur Jolivet, vous ne la pratiquez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pratiquez une marge égale dans tous vos produits. Comment ça fonctionne? Puisqu'il n'y a pas de péréquation. Non, elle n'est pas égale. Il y a une légère péréquation entre les catégories. Mais on ne vend pas de produits à seuil pour aller faire un prix d'appel et se récupérer sur d'autres produits. Il n'y a pas cet écart très important qu'il peut y avoir en GMS. On a fait le choix de ne pas l'utiliser. Donc, quand vous dites on n'a pas de SRP plus 10, ça veut dire que tous vos produits sont au moins SRP plus 20, plus 25. Exactement. C'est ça. Hein? Exactement. D'accord. Exactement. Très bien. Merci. Monsieur Poncet. Je confirme, nous ne sommes pas concernés par le SRP plus 10. Non plus. Voilà. D'accord. Moi, je suis mal à l'aise avec le terme péréquation de marge parce que ça suppose baisser ou investir sur des prix et en augmenter d'autres. Oui, c'est le principe. Donc, comme pour Naturalia Biocoop, nous ne pratiquons pas de péréquation de marge. En fait, ce qui nous guide, c'est une stratégie d'assortiment, une stratégie d'offre, et nous investissons les marges sur les rayons qui sont les plus stratégiques, fruits et légumes, vrac, notre marque Biocoop. Donc ce n'est pas de la péréquation, c'est une cohérence entre la stratégie de la coopérative, la stratégie d'offre et donc une politique de marge. Ce n'est pas une péréquation qui consiste à dire je baisse d'un côté pour augmenter de l'autre. Non. En revanche, les marges sont différentes par rayon parce que vous n'avez pas les mêmes coûts logistiques, typiquement. Mais je suis un peu gêné avec le terme de péréquation. Je comprends. En fait. Après, si vous nous dites on investit sur les fruits et légumes, ça veut un peu dire ça. Ça veut dire sur les fruits et légumes, on prendra peut-être un peu moins de marge parce qu'on considère qu'il est stratégique de manger des fruits et légumes bio quand on se nourrit. Enfin, ça peut être c'est bien une logique stratégique d'offre, d'assortiment et d'investissement de marge. Donc nous savons investir sur les produits les plus stratégiques. Si vous voulez, pour lutter contre les suremballages ou la pollution ou le plastique, oui, nous investissons en prix sur le vrac, malgré tout ce qu'on vous a dit, où c'est un rayon qui nécessite des ressources, qui a des contraintes en magasin supplémentaires. Ce que je dis, c'est que la terme péréquation, si on entend qu'il faut augmenter pour baisser, ce n'est pas le cas. C'est un peu le cas quand même. Vous êtes quand même tenu de faire de la marge. Vous n'allez pas faire des déficits. Donc, si à un moment donné, vous choisissez stratégiquement de baisser les prix de vos fruits et légumes parce que vous estimez que c'est une politique de votre maison... C'est une politique de marge, vous avez raison. Une politique de marge, ça correspond à une forme de péréquation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inversée par rapport à celle de la grande surface, c'est-à-dire d'une grande surface traditionnelle. C'est-à-dire que là où on voit que les grandes surfaces vont aller augmenter les fruits et légumes parce que ce sont des produits sur lesquels il n'y a pas de comparabilité, etc. Bon, on a vu tout ça. Et vont aller baisser, entre guillemets, leur marge et être à SRP plus 10 sur des produits ultra transformés. Vous, ce que vous êtes en train de nous dire, en nous expliquant que vous ne faites pas de péréquation, c'est que vous faites le contraire. Vous tenez à avoir moins de marge sur des fruits et légumes que sur le reste du magasin. Vous traduisez exactement la démonstration. Très bien. Alors, on peut ne pas l'appeler péréquation, mais ça ressemble quand même à de la péréquation, ce qui n'est pas forcément... J'utilise pas ce terme. Voilà, ce qui n'est pas forcément négatif. Pour les autres... Est-ce que je peux compléter? Oui, bien sûr. Alors... je ne suis pas fan non plus de péréquation, mais néanmoins, il faut gérer un compte d'exploitation complet. Vous l'avez compris, nos marges sont faibles. 2,5, c'est très faible. Ça fait pas beaucoup en pas de ligne. Vu la masse de chiffre d'affaires, quand on fait des milliards, ça fait pas mal d'argent. Quand on fait que des millions, c'est beaucoup moins. Donc nous, on décide aussi stratégiquement d'investir sur certaines catégories plus que d'autres. C'est ce que vous nous avez dit. Petits prix bio, notamment, là où on travaille très très court en marge, fruits et légumes. Parce qu'on a la volonté de réussir à recruter au maximum des consommateurs biologiques. Et effectivement, du coup, il y a d'autres produits qui ont des meilleures marges pour compenser effectivement ces investissements qu'on est obligé de faire. Et pour nous, c'est plutôt les produits à forte valeur ajoutée, avec des recettes spécifiques, exclusives, où quelque part, on ne pourrait pas trouver ce produit ailleurs. Et du coup, c'est lui qui vient un peu compenser les investissements de marge qu'on fait sur nos familles stratégiques, et notamment le fruits et légumes, et notamment les petits prix bio. Très bien. Je vous remercie.
Madame Gomez. Nous concernant, je peux tout simplement rejoindre mes collègues pour dire que nous ne faisons pas de péréquation de marge au sens d'une stratégie élaborée entre rayons pour construire une forme d'optimisation de la marge. Ça, c'est pas du tout le cas. J'insisterai juste sur le fait que dans la manière dont on vous décrit parfois un ajustement de tarifs, notamment par rapport à nos concurrents, évidemment, c'est surtout ça l'objectif, hein, c'est de fidéliser nos clients. En termes de temporalité, il ne s'agit pas du tout d'une marge qui est au moment de la négociation avec le fournisseur, c'est de nos propres marges dont on parle. Si je prends un exemple qui est tout à fait de saison, en ce moment, nous commercialisons tous de la sève de bouleau, ça je ne pense pas que vous voyez beaucoup en grande distribution. Nous l'avons déjà acheté à un certain taux de marge, et ce taux de marge sera respecté vis-à-vis du fournisseur. En revanche, si je vais voir chez nos confrères une certaine politique prix différente de la mienne, je vais prendre sur ma marge pour avoir un peu plus d'attractivité vis-à-vis du client. Donc voilà, c'est vraiment le jeu de la concurrence, tout simplement, qui s'exprime. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on échange sur la négociation et ce jeu de la négociation qui crée de grandes tensions en France. Hein, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, ça a été, j'allais dire, l'actualité du Salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous vous sentez, vous, concerné par ces tensions? Est-ce que le fait que vous gériez vous-même vos fournisseurs, ça implique une gestion différente? Est-ce que vous avez affaire à des négociateurs hors pair tels que nous l'a décrit la grande distribution? Et est-ce que les prix qu'on vous donne en début de négociation n'ont rien à voir avec les prix de fin de négociation? Enfin, comment ça se passe pour vous? Y a-t-il ce niveau de tension sur les prix, cette guerre des prix qui existe dans le bio comme dans le conventionnel? Alors, si vous voulez, je vais prendre la parole, hein, puisque les négociations viennent de terminer, donc on est capable de vous donner à chaud le pouls de ce qui s'est passé. Alors déjà, pour la première fois, les tensions qu'on a senties, c'est à l'approvisionnement. C'était même pas de parler de produits, de prix, mais c'était aurons-nous les quantités d'approvisionnement sur certaines familles. C'était ça la tension la plus importante, ça a été celle-là. Comme le disait tout à l'heure Richard Jolivet, on travaille beaucoup avec des PME, des ETI, on est en gré à gré, donc c'est pas du tout les mêmes relations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on a 75% de relations depuis plus de 5 ans, quasiment la moitié depuis plus de 10 ans, quand même un relationnel qui se passe bien, qui est durable. Donc nous, la façon dont les négociations se placent, c'est toujours, j'ai un cahier des charges, j'ai un besoin, on parle produit, on parle recette, on parle ingrédients. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on parle prix. L'idée étant que ces partenaires, on puisse les avoir dans la durée. Nous, on est très reconnaissants avec nos partenaires fournisseurs parce que quand en 2022-2023, on a été dans la très grande difficulté, ils auraient pu décider d'arrêter de nous livrer, de nous faire payer au comptant, parce que c'est ce qui s'est passé hein, pour certains d'entre nous. Ils nous ont soutenus. C'est bien aussi pour vous donner le symbole de cette relation. Bien sûr, on négocie des prix et le fournisseur partenaire négocie aussi ses prix, mais je pense de manière extrêmement respectueuse et en trouvant le juste équilibre. Monsieur Poncet, merci. Alors, oui, les négociations viennent de se conclure, mais comme nous travaillons avec 90% de TPE et de PME et que la moitié d'entre elles, avec la moitié d'entre elles, nos collaborations ont plus de 15 ans, on ne parle pas du drama qu'on entend avec les multinationales et les autres distributeurs. On avait signé 80% de nos contrats au 31 janvier. Encore une fois, nous travaillons avec des TPE et des PME. La consigne qui est donnée, c'est exigence sur la qualité du produit et le service, discernement sur le prix. Nous achetons d'abord un produit et ensuite un prix, sachant que nous avons 87% de notre offre qui est issue de nos territoires, 87% de l'offre d'origine France. Donc il n'y a pas de drama, il n'y a pas de guerre des prix. Nous ne sommes pas face à des multinationales, nous-mêmes nous ne sommes pas des multinationales. Donc c'est toujours une discussion d'abord sur le produit, et chez Biocoop, nous avons un cahier des charges qui s'appelle CCP, Critères de choix produits, qui est bien évidemment 100% bio, mais aussi commerce équitable, agriculture paysanne, produits français, et donc nous allons au-delà du label bio. Donc c'est avant tout une discussion
autour du produit. Et nous savons aussi contractualiser. En fin d'année dernière, nous avons contractualisé 260 producteurs de fruits et légumes bio en label bio équitable en France, plus de 150 références, soit 20 000 tonnes pour la première saison. Donc ça, c'est pas forcément de la négociation, c'est de la discussion, c'est de la construction, c'est du long terme. Merci. Alors pour peut-être Monsieur Jolivet et Madame Gomez, vous qui avez un statut un peu particulier puisque vous appartenez au groupe Casino ou à Carrefour, du coup ça vous donne quand même en matière d'achat, vous nous avez expliqué que vous ne bénéficiez pas des acheteurs de Carrefour ou de Casino, enfin vous ne bénéficiez pas. J'entends par là que vous menez vous-même vos propres négociations. Mais j'imagine tout de même que les produits qui sont vendus par Carrefour dans leurs magasins, vous pouvez, vous, bénéficier des mêmes prix d'achat quand vous les vendez dans les vôtres. Enfin, j'imagine qu'il y a des produits en commun. Je vous écoute, Monsieur Jolivet. Alors, comme je vous l'évoquais, en fait, on est une marque qui est complètement indépendante dans le groupe. Donc, pour vous l'illustrer un peu schématiquement, nous, on a 10 acheteurs. Moi, pour les fruits et légumes et l'ensemble de l'offre, j'ai une équipe, entre guillemets, que de 10 acheteurs qui sont aussi catégorie manager et qui achètent 100% de l'offre Naturalia, mis à part les quelques références que je vous évoquais, 3%, ce qui est très petit, où on bénéficie justement effectivement de tarifs du groupe. Sinon, tout le reste est acheté uniquement par Naturalia. Donc, il n'y a pas de produit, comme vous l'évoquez. Les frontières sont bien réelles. Il n'y a pas de produit qui est vendu au même prix ou le même produit qui est vendu au même prix chez Monoprix ou Casino que chez Naturalia. Ce sont des produits différents. On travaille exclusivement, comme je vous l'évoquais, avec des PME et des TPE. Donc il y a bien une vraie séparation de la marque au sein du groupe. Très bien. Madame Gomez ? Je confirme les propos de mon confrère, mais encore une fois, par rapport à l'organisation du groupe Casino, nous avons fait le choix de maintenir une opacité, une non-porosité complète entre les contrats négociés par Carrefour et les contrats que je négocie pour la structure Sobio. Donc, par exemple, si on prend des marques connues qui existent des deux côtés, comme Baby Bio ou Nocciolata, l'équivalent du Nutella pour le bio, nous avons des contrats et des tarifs d'achat différents. Donc, il n'y a vraiment aucune mise en communauté des négociations. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on échange autour de la sanctuarisation de la matière première agricole, puisque vous nous avez dit des choses qui peuvent nous interpeller, Madame Gomez en particulier, quand vous nous dites nous on travaille avec des grossistes et donc on n'est pas en capacité de dire s'il y a ou non sanctuarisation de la matière première agricole. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ici autour de la table? Monsieur Jolivet. Oui, comme je vous l'évoquais dans mon préliminaire, il y a pour chaque négociation, il y a une sanctuarisation de la MPA dans nos conditions de négociation et les briefs qui sont faits à mon équipe que j'évoquais de 10 acheteurs globaux. Donc oui, je vous confirme bien, il y a une vraie sanctuarisation de la MPA. Donc vous n'avez pas le même problème que Mme Gomez, parce que vous ne passez pas par des grossistes, c'est ça? Alors moi, je passe effectivement très peu par des grossistes. D'accord. Je suis en direct, soit agriculteur, soit TPE, PME. D'accord. Ça va être très exceptionnel pour des grossistes. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais avoir en ce moment 120 références à peu près que je vais traiter avec des grossistes sur mon catalogue de 10 000 références. Donc c'est vraiment très exceptionnel. Oui. Le modèle est différent pour le coup. D'accord, très bien. Pour nous, la vie claire, la MPA, elle est sanctuarisée. On travaille en direct parce que là aussi, c'est stratégique pour nous. Moins d'intermédiaires permet d'avoir aussi un meilleur prix à la fin. Donc, ça fait partie de notre stratégie. D'accord. Vas-y. Complémentaire, parce que moi, je trouve que la réponse n'est pas satisfaisante, Madame Gomez, parce que vous êtes bien soumise à la loi Egalim. Et dans les produits que vous commercialisez en France, vous devez en tout cas assurer la sanctuarisation de la matière première agricole. Donc, comment faites-vous? Je vais peut-être repréciser mes propos. Ouais. Je disais que 70% de nos approvisionnements viennent de grossistes. Quand je négocie avec un grossiste, il me présente une hausse tarifaire. Je vais comparer comme avec d'autres grossistes. Je ne suis pas
totalement niaise. Et je vais pouvoir essayer de lui dire mais sur le rayon charcuterie, je constate pas les mêmes hausses, etc. Il va me dire si, c'est comme ça, moi je l'ai acheté ainsi, et je n'ai aucune transparence sur la manière dont lui a acheté vis-à-vis des fournisseurs cette matière première agricole. Donc ça, c'est 70% de nos approvisionnements. Je le rappelle, c'est parce que nous, contrairement à nos confrères, nous n'avons pas de plateforme logistique. Donc je n'ai pas d'endroit où les fournisseurs pourraient apporter la marchandise que moi, ensuite, j'irai amener dans mes magasins. Ah oui. Nous avons un flux direct. C'est pour ça, et Madame Christelle Huillard l'a bien rappelé, que nous avons malheureusement ce surcoût, puisque nous passons par un intermédiaire par rapport à nos confrères. Ça, c'est historique, c'est du fait de notre taille. BioC'Bon avait un entrepôt, malheureusement déficitaire, on l'a fermé au moment de la reprise, et depuis, nous n'avons pas reconstitué d'outils logistiques intégrés pour Sovio. En revanche, évidemment, sur les contrats que nous avons en direct avec les 30% restants, donc essentiellement des toutes petites entreprises, puisque les plus grosses peuvent passer aussi par les grossistes, nous avons, dans ces cas-là, bien sûr, la négociation de matières premières agricoles qui est préservée, mais en l'occurrence, il se trouve que sur ces 30%, c'est essentiellement du non-alimentaire nous concernant. Et puis, nous avons une petite partie qui sont les producteurs locaux dont je vous parlais tout à l'heure, avec lesquels, là, pour le coup, nous sommes vraiment en négociation directe. Et pour cela, évidemment, nous ne négocions pas la matière première agricole qui est préservée. Donc là, je pense qu'il y a un sujet très intéressant pour nous, puisque, étant rapporteur de la loi Egalim, la raison pour laquelle les grossistes n'ont pas été intégrés, c'est parce qu'ils ne vendaient pas. Et non, enfin, la majeure partie de leur business consiste à vendre à des restaurateurs ou à des... donc là, le fait que des grossistes vendent à des distributeurs, on est complètement finalement hors cadre de l'esprit de la loi. Hein. Je me permets de vous le dire, quoi. Donc ça interpelle. Et d'ailleurs, il y a un sujet toujours latent, c'est les grossistes doivent-ils ou non être soumis à la loi égaliste. Mais là, c'est pas un argument en leur faveur. Parce qu'une fois encore, ce cas de figure que vous évoquez, il n'a pas été identifié, en tout cas par le législateur au moment des débats, puisque normalement, un grossiste ne revend pas à un distributeur. C'est pas la logique habituelle du circuit des produits. Donc je me permets de vous dire. Je précise que notre modèle est unique par rapport à nos confrères. Néanmoins, dans le reste du marché biospécialisé, il faut savoir que ces grossistes permettent d'approvisionner l'essentiel des autres petits concurrents et des enseignes. Pour une fois, je ferai la défense de mes concurrents, mais qui sont aussi des enseignes de proximité et qui n'auraient pas de modèle économique sans ces grossistes. En tout cas, ce sera un sujet à reprendre en compte, puisque le modèle d'Egalim, il vise justement à cette sanctuarisation de la matière première agricole pour permettre la traçabilité pour tous les distributeurs. Donc là, moi, j'apprends qu'il y a des circuits parallèles qu'on n'avait pas forcément identifiés. Néanmoins, est-ce que vous pouvez quand même nous donner des éléments sur l'évolution de votre MPA, c'est-à-dire en 2024 par exemple, ou en 2025 si vous avez les chiffres, globalement sur les marchés pour lesquels vous l'avez identifié, et pour ceux de vos collègues qui les ont identifiés, quelle est l'évolution des prix payés de matières premières agricoles et l'évolution de la part des MPI dans vos achats? Je commence à reprendre la première question et je viendrai à la deuxième question. Donc, je vous confirme que nous ne négocions absolument pas la MPA. Que même en cours d'année, nous pouvons rediscuter et renégocier sur certaines problématiques avec des producteurs ou certaines filières, notamment sur la viande bovine en 2025. Nous avons accepté 4 hausses successives. Donc, nous savons également soutenir certaines filières en difficulté. Ça se répercute dans les prix ou, encore une fois, nous investissons en marge pour soutenir ce produit. Faire aussi du commerce équitable, c'est bien évidemment tenir compte de la MPA. 27% de notre chiffre d'affaires est en commerce équitable. Je précise que la labellisation équitable, c'est en toute indépendance sur les échanges commerciaux qui respectent des principes concrets. Prise en compte des coûts de production, contrat pluriannuel et versement d'une prime de co-développement du commerce équitable chez Biocoop. Donc, pas de négociation sur la matière première, renégociation éventuellement pour certaines filières qui seraient en difficulté, et le commerce équitable qui est une des options majeures pour justement avoir une approche cohérente sur le prix de la production et de la MPA. Quant à la matière première industrielle, je vous ai expliqué que nous avons une société de transport. Nous opérons 4 plateformes logistiques où 10 000 références sont présentées à nos magasins. Donc, nous avons aussi des références sur les matières premières industrielles, l'énergie et ou autres. Donc, oui, sur certains postes,
nous négocions la partie industrielle parce que nous avons des référents, parce que nous avons des connaissances, et donc nous parlons d'égal à égal avec nos transformateurs. C'est ça. Ma question, c'est de savoir quelle était la part. C'est difficile de vous les donner parce que notamment sur l'énergie, on achète l'électricité moins cher cette année que l'an dernier. Donc j'imagine que c'est pour tout le monde pareil, mais ça dépend des contrats que vous avez, des engagements des opérateurs. Bien sûr, mais ma question, c'est quand vous passez des achats, quand on travaille sur des achats, combien avez-vous accepté de hausse sur les MPI et combien avez-vous accepté en moyenne, hein, surtout. Les négociations viennent de se terminer, donc je peux pas vous. Non, mais donner, 2024 ou 2025. Je vous donnerai peut-être plus tard par écrit, mais je rappelle que par notre gouvernance, nous avons des paysans au conseil d'administration, nous avons donc des groupements, nous avons des fermes, donc nous sommes sensibles. Non, mais je veux aux bien évolutions croire votre des bonne volonté, matières monsieur, mais premières. Il y a des c'est juste matières des premières chiffres, qui voilà. sont inflationnistes. La viande est inflationniste, les œufs sont inflationnistes, le lait est inflationniste. Vous donnez le détail par filière, par produit et par matière. On en a besoin pour constater dans quelle mesure, en fait, vous acceptez les hausses et quelle est la part des MPA et des MPI dans les hausses que vous constatez. C'est des questions qu'on a posées à tout le monde. Hein. Ça vous est pas spécifique. Comme on ne négocie pas la matière première, quand il y a des hausses sur ces filières-là, on les applique. Oui, mais ça nous intéresse de savoir quelle est l'évolution moyenne quand même dans l'année. Non, mais j'ai compris que vous ne pouviez pas la donner tout de suite. Mais ça nous donne un peu un baromètre, vous voyez, de l'évolution des coûts que vous avez accepté, donc que vous avez jugé crédible, légitime, tout ce que vous évoquez. Oui. Alors, c'est plusieurs points par filière, mais je n'ai pas le détail. Très bien. Mais on les applique, par contre, comme on ne les négocie pas. Peut-être que, M. Jolivet, si vous avez des éléments de réponse. Oui, malheureusement. Vous n'aurez pas là, mais... Non, j'aurais pas de valeur à vous donner, parce qu'effectivement, on vient de clôturer, mais on vous les redonnera par écrit avec grand plaisir. Effectivement, il y a des grosses variations suivant les catégories. Si on prend le café et le chocolat, par exemple, et d'autres catégories. Après, pour vous donner un point global, là, on vient de finir les négos, on sera à peu près en très légère inflation globale dans notre négociation. Et on vous donnera le détail, effectivement, bien sûr, MPA, MPI, pour vous donner une visu par catégorie. Et la MPA est bien sûr sanctuarisée à chaque fois. Et ce qui est très intéressant, si vous avez un chiffrage sur les demandes moyennes de hausse de vos fournisseurs et au final sur ce que vous avez accepté, ce que vous avez jugé légitime. Ça, c'est très intéressant. Merci. Je ne sais pas si Madame Gomez a des éléments sur les 30%. Donc. 30%, pardon. Ah oui, non, mais bien sûr, le fait que mes confrères, je rejoins le fait que la MPA qui nous est proposée, nous l'acceptons en totalité, c'est la loi, tout simplement, nous respectons la loi. Et en revanche, de la même manière, nous n'avons pas d'indicateur agrégé de l'évolution de la MPA. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que nous pilotons. Donc, on peut vous donner des augmentations par filière, vous dire le porc, c'est de temps, l'amande, c'est de temps, la noix de coco, par exemple, qui est très inflationniste chez nous. On peut vous le donner, mais on n'a pas... On ne suit pas, puisque de toute façon, on accepte en totalité la matière première agricole. Mais c'est quand même intéressant parce que ça donne un baromètre de la hausse des prix. Ah oui, donc, je ne vais qu'on pas les vous suit. inviter à le suivre, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir d'une année sur l'autre comment les prix évoluent. Donc, effectivement, c'est une question qui est difficile parce qu'il y a des grands plus, des grands moins. Mais globalement, le calcul que nous, on a fait, c'est 2% par an, puisque la question, c'est depuis 2020, 2% moyenne MPA, MPI. Cumulé, oui. MPA, MPI. Et on donnera le détail. Très bien, merci madame. J'ai une question maintenant sur l'organisation de vos magasins. Donc certains d'entre vous êtes franchisés, d'autres être intégrés. Comment ça impacte votre marge? Est-ce que vous pouvez... Alors oui, je vois que ça vous fait froncer les sourcils, mais en fait, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence? Alors déjà, est-ce que vous avez des groupes qui sont mixtes à la fois avec des franchisés et des intégrés? Peut-être que là, on a une comparaison qui est plus aisée. Comment ça impacte la marge, le fait d'être ou franchisé ou d'être intégré? Alors, Madame je Gomez. fais partie au moins des deux groupes mixtes autour de la table. C'est pas du tout le même modèle économique. En fait, d'un côté, vous avez des magasins intégrés, ce sont nos magasins. Donc le résultat du magasin est pour nous, qu'il soit perte ou bénéfice. De l'autre côté, un chef d'entreprise qui choisit d'utiliser notre enseigne va payer une redevance d'enseigne, ainsi qu'une redevance de communication pour qu'on lui fasse des campagnes SMS, des campagnes de mail, etc. Et ce sont les uniques recettes que nous avons. En revanche, l'avantage que nous avons à nous développer en franchise, c'est que nous pouvons assumer un volume d'achat vis-à-vis de nos fournisseurs supérieur. Voilà. Mais ce n'est pas une recette, ce n'est pas un modèle économique en tant que tel. Très bien. Monsieur Jolivet, même question.
Alors nous, comme je vous l'évoquais, on a 30% de nos magasins en franchise. Donc effectivement, il y a une partie intégrée et une partie franchisée. Pour la partie franchisée, il y a uniquement une redevance. Alors pour vous donner un exemple, il n'y a pas de droit d'entrée pour développer une franchise Naturalia. Donc il y a uniquement une redevance qui est réalisée. Effectivement, c'est 2 schémas de commerce différents. Ils utilisent à grande majorité l'offre Naturalia et ils ont, comme je l'évoquais, beaucoup de liberté. C'est une volonté de notre part d'avoir jusqu'à 25%, ce qui est assez rare dans le retail, de liberté d'achat à l'extérieur de l'offre Naturalia, tout en garantissant bien sûr tous les certificats afférents à la bio. D'accord. Très bien. Et vous constatez, par exemple, en termes de ressources humaines, qu'il y a une différence de traitement entre les franchisés et les intégrés ? Objectivement, je peux reposer ma question autrement. Est-ce que les intégrés, est-ce que les salariés des intégrés ont de meilleures conditions de travail que les salariés des franchisés ? alors, on peut parler d'une moyenne, mais il peut y avoir des spécificités individuelles. Mais au global, on est à peu près sur les mêmes structures en intégré ou en franchisé. On parle, enfin, on se le rappelle, mais on parle de petits magasins, hein, en moyenne 1,6 million. Donc on est à peu près sur les mêmes tailles d'équipe d'un côté ou de l'autre. Évidemment, le franchisé, de par sa structure, peut choisir d'investir de manière supplémentaire. Il y en a qui le font pour ajouter du conseil, par exemple, oui. ou il y en a qui peuvent avoir une structure un peu plus légère. C'est un choix du partenaire, mais en moyenne, c'est assez équivalent. D'accord. Très bien. Je veux bien que vous nous donniez les chiffres, si vous les avez, entre les deux. Sur le nombre de personnes, je sais pas, au mètre carré ou par exemple, pour qu'on puisse comprendre en fait s'il y a un impact de la ressource humaine entre les deux modèles. Alors je pourrais vous les donner sur l'intégré, je pourrais plus difficilement vous les donner sur le franchisé qui a ses comptes, mais on peut regarder sur quelques exemples. Ouais. D'accord, très bien. Je vous remercie. Question complémentaire. Je crois que c'est Madame Gomez. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans votre présentation les produits français. Vous avez dit notamment les produits français. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part des produits français dans vos rayons? Et puis après, pour chacun d'entre vous, une question un petit peu plus globale en fait sur la manière dont vous analysez le développement de la distribution bio chez nos voisins européens. Est-ce qu'il y a des modèles qui pour vous sont à prendre en exemple? Enfin voilà, comment est-ce qu'il y a de bonnes idées à prendre chez nos voisins? Donc peut-être Madame Gomez d'abord. Oui, donc sur nos origines, pour calquer un peu avec le propos tenu par mon confrère de Naturalia, on a 100% de nos œufs, 100% du lait, 100% de la viande. J'y insiste parce que nous avons des boucheries traditionnelles, c'est un petit peu particulier en biospécialisé, c'est plutôt rare, mais avec équarrissage en magasin, etc. Donc là, on travaille uniquement avec des filières bovines françaises, et également 100% de la charcuterie que nous proposons dans ces magasins. Et pour l'ensemble de nos approvisionnements, on est à plus de 95% en origine France. Évidemment, l'origine Italie et Espagne en bio, c'est un poumon d'approvisionnement, parce qu'on l'a dit, hein, la tension entre la demande et l'offre en France existe, mais ce n'est pas du tout la majorité de notre offre. La parole, est-ce que par rapport aux pays voisins, il y a des systèmes de distribution du bio qui vous semblent? Si vous m'autorisez à donner Ouais. juste une anecdote personnelle et je pense un signe d'espoir pour la croissance du bio en France, je pense que là où il faut regarder, c'est évidemment l'Allemagne, qui reste le marché bio le plus développé en Europe et qui a, avec la France, même si ça existe résiduellement au Portugal ou en Italie, cette particularité d'avoir un réseau bio spécialisé avec des enseignes qui font le choix de commercialiser 100% de leurs produits bio. Ça n'existe même pas aux États-Unis, hein, parce que les enseignes Whole Foods, etc., commercialisent aussi du conventionnel. Donc c'est en Allemagne quand même qu'on trouve les origines de cette offre et de ce marché qui à l'époque s'appelait effectivement plutôt nutritionnel, diététicien, etc., qui est devenu, avec la naissance du label bio, quelque chose de beaucoup plus, sérieux, entre guillemets, enfin certifié surtout, avec une démarche qui est totalement unique et dont on vous fait l'éloge aujourd'hui, qui je pense fait la fidélité des clients aussi. Hein. Je fais une petite parenthèse sur le marché bio, mais certes la croissance vient de la baisse de l'inflation, c'est évident, du rapprochement des coûts entre nos fruits et légumes et ceux de la grande distribution qui fait qu'on est de plus en plus attractif.
Mais il faut pas nier l'impact évidemment de tous les scandales sanitaires sur le cadmium, sur l'hexane, sur les pesticides dans l'eau évidemment aussi potable qui se multiplient. Et nous, on le voit dans les sensibilités des clients. On le voit quand la publication sur le mercure dans le thon sort, les ventes chutent aussitôt, sur le lait infantile. Enfin, voilà, cette sensibilité fait que notre réseau a beaucoup de crédibilité. Et je pense que là où il faut prendre modèle, c'est en Allemagne, puisque là-bas, vous avez des réseaux de taille conséquente qui se sont développés, une agriculture aussi très productive qui peut nous intéresser, tout en respectant le cahier des charges. Et vous avez aussi une coexistence d'autres labels dont on n'a pas parlé, hein, le label Déméter par exemple, des labels qui apportent une garantie de biodiversité supplémentaire, et aussi des labels qui apportent des garanties sociales, puisque c'est aujourd'hui un peu l'absent du cahier des charges bio. Mais je pense à des labels comme Biocohérence, dont encore une fois je ferai cette fois l'éloge de mon concurrent, mais le réseau Biocop fait partie. Et en Allemagne, c'est des démarches qui sont beaucoup plus visibles et développées qu'en France encore aujourd'hui. Pour mémoire, en Allemagne, on est quasiment sur 15% de la consommation alimentaire en bio. Nous, on est à peu près à 6% aujourd'hui. Donc, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Je crois que Madame Luer, vous vouliez intervenir sur ce En fait, je ne viserai pas un modèle étranger particulier. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France pour être de plus en plus vertueux, pour pouvoir développer la consommation bio. Il faut juste respecter, j'ai envie de dire juste, c'est comme si c'était facile, mais Egalim, on est censé en 2027 avoir un peu moins de 20% de surface agricole bio. On est à peine à 10,5. Du bio dans les cantines, ça devrait être un engagement. On n'y est pas non plus. Donc, soutenir le Fonds Avenir Bio, soutenir l'Agence Bio, qui sont des super organismes pour structurer notre filière agriculture biologique. Je pense qu'on a, en France, tout ce qu'il faut pour être solide. Il faut juste qu'on respecte les engagements qui avaient été pris. Très bonne invitation pour un législateur. Je ne sais pas si vous vouliez évoquer des points complémentaires. Je rajouterais un point. Regardez un petit peu au-delà de nos frontières est rassurant puisque tous les marchés européens sont repartis dans une dynamique positive sur le bio. Certains sont largement en avance par rapport à nous et on constate la même organisation, c'est-à-dire que ce sont les magasins spécialisés bio qui partout tirent la croissance. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça repart au niveau européen et parfois beaucoup plus vite qu'en France, alors que nous avons, comme le dit Christelle Lehir, toutes les armes pour faire de ce marché un marché non pas de niche, que certains qualifient de niche, mais encore un marché d'avenir et au service de la souveraineté alimentaire de notre pays. Question de Madame la rapporteure. Alors, j'ai une dernière question. Moi, j'aimerais savoir si vous avez une politique spécifique en matière d'immobilier, une politique de groupe spécifique en matière d'immobilier. J'entends par là, avez-vous une filiale dans votre groupe ou une entreprise qui gère l'immobilier de vos magasins et qui refacture à vos directeurs, ou est-ce que tout cela n'est pas centralisé, organisé? Monsieur Poncet. C'est pas un sujet pour nous. D'accord, chacun gère son magasin, trouve l'emplacement, trouve un bailleur. Je vais néanmoins vous confier que nous avons une société immobilière Biocop où sont logés 2 commerces, dont un qui n'est pas exploité. Donc vous voyez que c'est pas un sujet. D'accord, très bien. C'est pas sur ces éléments qu'on peut faire du résultat ou de la marge. D'accord. Monsieur Jolivet? Oui, il y a une structure qui existe effectivement dans le groupe, une société, une structure immobilière, mais qui est complètement séparée de Naturalia. Donc nous, on n'a pas de... pour vous illustrer le point, tous nos magasins, on n'a pas de magasin en propre. On n'a que des baux commerciaux. D'accord. On n'est pas du tout concerné par ce... D'accord. Les baux commerciaux ne sont pas réalisés auprès de cette structure? Non, non, pas du tout. Non. D'accord. Très bien. C'est la même chose pour nous. Nous n'avons que des baux commerciaux, nous ne sommes pas propriétaires. D'accord. Et pas de structure spécifique qui gère les baux commerciaux? Non. Non. Idem. Idem. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Je vous remercie. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Eh bien, moi non plus, à part si vous avez encore un point sur lequel vous souhaiteriez revenir, mesdames, messieurs. Je pensais, je vous en prie. Peut-être un dernier point pour insister sur nos filières, l'agriculture paysanne bio et ce que l'on peut faire de très bien dans notre beau pays avec nos partenaires et nos parties prenantes. Je voudrais simplement rappeler que depuis une vingtaine d'années, la coopérative Biocop a participé à la création de filières françaises sur des matières premières qui étaient plutôt européennes, voire mondiales. Nous avons relocalisé en France
les graines de moutarde, Ah oui, les amandes, le maïs et le quinoa français, la grenade. Et je veux prendre un exemple, ça sera ma conclusion, sur les miels. Fin 2023, après 4 ans d'aide à la structuration de la filière, Biocoop a stimulé l'émergence d'une coopérative d'apiculteurs, les miels bio du Limousin. Merci. C'est sûr qu'on est en grosse carence de production nationale sur les miels. Il y a une dernière question qui me vient. C'est vous, tout à l'heure, monsieur, je crois que vous avez parlé des contrats sur lesquels vous êtes revenus sur des hausses en cours d'année. Donc, j'en conclus que dans vos contrats, vous avez des clauses d'indexation qui sont... Parce que parfois, on nous pointe ces clauses d'indexation dans les contrats qui sont... je dirais peut-être des distributeurs plus classiques, dont les conditions, les critères sont en fait jamais accessibles, et donc il n'y a pas de réindexation. Donc je comprends dans ce que vous dites que vous avez des clauses d'indexation qui s'activent finalement régulièrement dans vos contrats et qui vous permettent de suivre les fluctuations. Sans parler de clauses particulières, nous acceptons ce que nous appelons les clauses de revoyure. Très Et bien. quand les producteurs sont en difficulté, on traite directement avec eux. Et encore une fois, comme nous avons des paysans dans notre gouvernance, le discours est ouvert et nous sommes sensibles sur le sujet. Donc nous l'avons fait sans forcément parler de contractualisation. Nous, on fait de l'égalim depuis 40 ans. Donc même la date butoir ne vous empêche Mais pas de revoir absolument, si surtout pas. nécessaire. Surtout Très bien. pas. Toujours, bien sûr, à la hausse. Ah bah ça peut être... C'est c'est à la hausse, je veux dire. C'est pas Oui, oui, mais à la hausse, mais ça ça pourrait être- marche dans Oui, les deux sens. C'est-à-dire que certaines filières peuvent être en surproduction ou en sous-production, donc on sait faire à la hausse comme réajuster à la baisse. Et quand il y a une peut être dans les véritable deux sens. tension à la hausse, on sait investir aussi en marge, comme je le rappelais, pour pas répercuter 100% aux consommateurs. Est-ce que vous avez des points à préciser sur cet aspect-là, des clauses de revoyure? Vous les pratiquez aussi régulièrement? Très bien. Bon, écoutez, c'était ma dernière question. Merci. Ah, monsieur Jolivet, vous vouliez? Non, c'était, on fonctionne de la même façon Très bien. que Biocoop. Et c'était juste pour rappeler, pour conclure que de notre vision, mais je pense commune, avant d'être un distributeur, on travaille pour un écosystème de la bio. La plupart d'entre nous sont en direct avec les producteurs et les agriculteurs. Donc c'est un système qui est, on est tous conscients, fragile. On a à la fois besoin de vous, mais c'est un écosystème global. Donc nos fournisseurs, c'est avant tout des partenaires de longue date avec qui on co-construit une stratégie et une offre, comme ça a été évoqué. J'ai pu le constater sur mon territoire. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des compléments par écrit, hein, nous sommes bien évidemment preneurs de tous les points qui pourraient voilà, être importants dans notre réflexion, dans notre compréhension. Merci, mesdames, messieurs. Merci.